Ouais, du coup, j'avais juste une première question pour lancer le sujet. C'est une problématique que je retrouve en ce moment avec des triathlètes. Donc, c'est des personnes qui ont pas du tout de culture physique, sur tout ce qui est prépa physique, quoi. Mhm. Et je voudrais intégrer un travail de force, mais je sais pas comment intégrer ça progressivement, sachant que je peux pas partir sur de l'hypertrophie fonctionnelle, on va dire, parce que le but, c'est qu'ils prennent pas de masse musculaire. Mhm. Euh, donc, je sais pas comment préparer un travail de force sans sans trop jouer sur la variable hypertrophie. Bah, pour limiter l'hypertrophie, tu vas vouloir rester un petit peu plus loin de l'échec. Euh, et donc tu vas pas vouloir pousser les séries très très loin, mais ça t'empêche pas de travailler lourd et pour développer cette qualité de force. Euh, donc moi je partirais là-dessus. Après, honnêtement, ça va être impossible de véritablement faire l'un sans l'autre parce elles vont de pair. Bien sûr, tu as les adaptations au niveau neurologique qui font que tu gagnes en force sans gagner en masse musculaire. Et en plus de ça, c'est pas comme si après 2 semaines de renfort, les mecs ils vont être comme des bodybuilders. Oui. Euh, Surtout qu'il faut voir après leur nutrition, est-ce que ça suit au niveau des calories, comment ils sont par rapport à tout ça. Euh, Moi, je me ferais pas trop de soucis sur l'hypertrophie parce que s'ils n'ont jamais fait de renfort, ils vont gagner en économie de course, ils vont gagner en efficacité, ils vont gagner en puissance, ils vont gagner en force. Donc, c'est clair qu'à un moment donné, tu as des retours qui se minimisent, diminishing returns, euh, par rapport au fait de porter trop de masse musculaire pour un sport d'endurance. Mais je pense que s'ils n'ont jamais fait de renfort, en tout cas pour moi, ce ne serait pas le premier de mes soucis. Le premier de mes soucis, ce serait est-ce qu'ils font le travail de renfort correctement, histoire de ne pas se blesser et histoire d'en tirer tous les bénéfices. Mais l'idée de limiter l'hypertrophie, euh, je pense que, enfin, de tête, j'ai même du mal à me faire une véritable idée de exactement comment faire, dans le sens où il y a des gens je veux dire, les études qui sont sorties, tu peux faire de l'hypertrophie avec du 3RM, tu peux faire de l'hypertrophie avec du 20RM, tu peux faire de l'hypertrophie avec des clusters aussi. Enfin, je veux dire, il y a 1000 manières de faire de l'hypertrophie. Donc, peut-être un des moyens de limiter ça, ça serait pas limiter l'apport calorique, mais de ne pas avoir un surplus calorique monstrueux, histoire que le corps ne soit pas nécessairement euh, encouragé à rajouter beaucoup de masse musculaire. Mais après, encore une fois, tu joues avec la récup potentiellement, dans le sens où tu veux être bien alimenté pour supporter un entraînement hebdomadaire conséquent avec du travail d'endurance et du travail de renfort. Donc, je ne sais même pas si j'ai une très très bonne réponse pour toi. Au début, je t'ai dit des séries courtes, loin de l'échec. Je pense que c'est définitivement une des manières de l'attaquer. Donc, tu vois, par exemple, une charge de 10 RM, tu ferais 5 reps avec beaucoup, beaucoup de focus euh, sur la vitesse d'exécution du mouvement. Donc, Ouais. tu peux mettre une phase excentrique plus lente et après une phase concentrique à vitesse maximale et vraiment encourager cet aspect-là et rester un petit peu plus loin de l'échec. Ce qui, à mon sens, réduirait les contraintes métaboliques du fait que plus tu arrives proche de l'échec, plus en gros tu as un environnement métabolique qui va être stressant, ce qui va faire que tu vas avoir ces adaptations-là. Donc, à mon sens, ce serait une des manières de rester un petit peu plus loin de l'hypertrophie à proprement parler. Mais au-delà de ça, honnêtement, je pense que ça va de pair et je pense vraiment qu'il ne faut pas être allergique à la masse musculaire, même pour les sports d'endurance. Euh, Parce que ça va aider tes athlètes dans une. Après, c'est clair qu'il ne faut pas leur faire des bras de Popeye, mais tu vois, s'ils ont un peu plus de quadris, un peu plus de mollets, un peu plus d'ischio, un peu plus de fessiers, un peu plus de gainage, enfin, toutes ces choses-là vont les aider. Tu vois, un peu plus de dorsaux pour la natation, enfin, toutes ces choses-là,
au niveau de la force, ça va les aider. C'est clair qu'il y a un moment donné où ça va plus les aider, ça va potentiellement avoir des effets négatifs, mais je m'en soucierai pas tant que ça. Euh, enfin, ce qui me vient en tête, c'est les crossfitters. Alors certes, c'est pas des triathlètes, ils font pas des Ironman, ils placent pas, ils placent pas dans le top 10 des Ironman, mais ils sont très très compétents quand même et ils portent beaucoup de masse musculaire. Après, ça dépendra toujours aussi de ton type d'athlète. Il y en a qui vont pouvoir porter plus de masse musculaire, d'autres moins. Tu le vois dans les profils, c'est un peu comme sur le 800 mètres, tu vois un peu de tout comme profil. Tu vois des mecs vachement longilignes et puis tu vois des mecs qui sont construits comme des coureurs de 100 mètres. Donc, est-ce que ça se transpose directement sur une discipline comme le marathon, comme le triathlon? Pas directement, mais dans une certaine mesure, oui. Tu vois des mecs qui sont assez balèzes, tu vois des mecs qui sont super fins. Et donc après, ça va être aussi suivant l'athlète euh, individuel, comment ça va se goupiller dans le temps. Mais je pense qu'au début, en tout cas, moi, je viserais simplement les adaptations en termes de gain de force. Donc d'avoir une base de référence, que ce soit sur un, je sais Mm. pas si tu leur fais partir plus sur l'unilatéral parce que peut-être tu arrives mieux à leur parler en termes de spécificité par rapport à la course à pied, ce genre de choses. Peut-être que ça leur parle aussi plus du fait qu'ils n'ont peut-être pas une grosse culture de travail de renfort, de travailler avec moins de charge. Alors, bah, ça fera plus de charge, mais de manière absolue, ça fera moins de charge dans le sens où, bah, comme tu le sais, en bilatéral, tu vas pouvoir charger plus, mais en même temps, tu vas pouvoir surcharger en unilatéral plus que tu ne le pourrais en bilatéral. Donc, je pense que tu gagnes à bosser en unilatéral. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de bilatéral, mais ça dépend aussi de leur état. Tu vois, est-ce qu'il y en a qui ont mal au dos? Est-ce qu'ils ont des soucis là-dessus? Est-ce qu'ils ont de l'appréhension avec les charges? Ça, c'est aussi quelque chose à considérer. Euh, et au début, j'établirais juste une bonne base avec deux, trois exercices références et puis tu continues à les utiliser, à les retester dans le temps et tant que ça monte en force, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas contents. Ouais. Mais après, pour revenir un peu sur la culture physique en sport d'endurance, c'est un truc qu'on a discuté avec Jason de Prépa et Performance. Et c'est super compliqué bah, pour des athlètes qui ont un niveau amateur de leur inculquer un peu cette culture physique. Parce que pour eux, les jambes, ils les travaillent sur le vélo quand ils font un peu de force. Enfin, on appelle ça de la force, mais c'est pas de la force à proprement parler. Et c'est dommage parce que je pense que c'est leur apporter cette prépa physique, je pense que c'est des gains super faciles que je peux leur C'est clair. apporter, C'est clair. notamment au niveau de tout ce qui est stiffness au niveau des membres inf. Et Mhm. enfin, c'est des gains faciles, quoi. Donc, dommage. J'aimerais bien essayer Bah, de leur montrer ce que je vaux dans ce domaine-là, quoi. peut-être qu'il faut que tu fasses ça en amont. Peut-être qu'il faut que tu fasses une petite vidéo, une série de vidéos YouTube sur le sujet avec toutes les études. Une revue d'études. Fais une revue d'études, renforcement pour sportifs d'endurance, de sport d'endurance. Et tu creuses PubMed pendant une heure ou deux. Euh, et puis tu ressors, je veux dire, des méta-analyses, tu vas en trouver hein, sur le sujet. Donc tu sors la méta-analyse, tu ressors quelques chiffres intéressants, tu ressors la conclusion, tu mets ça en format propre sur PowerPoint ou Keynote ou autre. Et puis tu fais une petite vidéo référence, comme ça, tous les gens qui te posent des questions sur le sujet, ben, tu peux les envoyer vers ça. Tu peux dire, ouais, ben, je veux dire, les études, elles ont été faites, regarde, niveau amateur, travail de renforcement, gain en efficacité de course, gain en économie, gain en explosivité aussi, gain en force, gain en temps sur les différents événements. Je veux dire, tu vas les trouver, les études. Donc, d'essayer de convaincre quelqu'un qui a décidé de ne pas écouter, c'est toujours difficile. Mais si tu peux leur montrer en amont que ce n'est pas toi qui le dis, que c'est vraiment un consensus au niveau de la littérature et au niveau des préparateurs physiques, peut-être qu'ils auront un petit peu plus ils seront un peu plus enclins à se remettre en question et à dire ah ouais non c'est pas juste Peyo qui vient me dire ça, c'est littéralement tout le monde le sait et en gros si tu le fais pas tu es à la rue quoi. C'est un peu alors l'idée c'est pas de les mettre en porte-à-faux ou de les faire se sentir mal, mais la réalité du truc c'est ça, c'est que tout le monde tous ceux qui le font ils auront un avantage.
Et donc, s'ils restent sur les vieilles idées de ah ouais, ça sert à rien, ou ah ouais, ça va rien m'apporter, eh ben, c'est eux qui vont les perdre sur le long terme. Et s'ils en ont quelque chose à faire de leur performance, eh ben, ils vont prendre ça en considération. Si ça les intéresse pas, ça les intéresse pas et c'est dommage pour eux, quoi. Mais en même temps, tu peux, comme on dit, tu peux amener un cheval jusqu'à l'eau, mais tu peux pas le forcer à boire. Donc, faut faire ce que tu peux, mais tu auras toujours une portion de gens qui. Tu sais, tu as 25, 50, 25, tu as 25% des gens, tu leur dis quelque chose, ils vont le faire tout de suite. Tu as 50% des gens, il faut argumenter un petit peu plus et apporter des preuves et peut-être, voilà, ça prendra un peu plus de temps pour les convertir, entre guillemets. Et après, tu as 25% des gens, quoi que tu fasses, ça ne marchera jamais. Donc, faut aussi partir avec cette idée-là en tête, c'est que tu pourras pas changer la vie à tout le monde. Et de toute façon, je pense que si tu pars avec l'intention de changer la vie des gens, c'est pas la meilleure première intention à avoir, parce que les gens, ils aiment pas changer d'avis. Si tu proposes quelque chose en termes d'éducation qui va dans ce sens-là, je pense que après, c'est à eux de faire le premier pas vers la vidéo, d'aller l'écouter, de prendre l'information. C'est à toi de mettre dans la description de la vidéo les références que tu as utilisées. Encourage les gens à aller lire, à aller faire leurs propres recherches. Et s'ils ont encore des doutes après ça, ben, toi, tu vas pouvoir leur répondre. Euh, mais je pense que, voilà, ne pas, enfin, c'est ce que j'essaye de faire, c'est de jamais confronter les gens directement, simplement de leur donner l'information dont ils auraient besoin pour comprendre. Et ensuite, c'est à eux de faire le taf et c'est à eux de voir ce qu'ils pensent. Tu vois, hier, je parlais avec un coach qui me disait qu'il voulait se lancer dans la lactatémie. Je lui ai dit, personnellement, je ne l'utilise pas. Et je lui ai dit, de tous les gens que je suis maintenant qui sont à la pointe de ce qui se fait avec le Moxie notamment, eh ben, ils utilisaient tous la lactatémie à l'époque. Ils ont tous abandonné parce qu'avec le Moxie, ils ont des mesures beaucoup plus précises et tangibles. Alors que le lactate, et ça, ça a été démontré, redémontré, tu le prends à l'oreille, tu le prends au doigt, tu le prends à la jambe, tu n'as pas les mêmes mesures. Circulation du lactate, c'est pas pareil que le lactate que tu as potentiellement au niveau du muscle. Le lactate, il circule, donc où est-ce que tu le prends et pourquoi et à quel moment, ça va tout changer. Et c'est vraiment tu peux voir vraiment beaucoup plus précisément ce qui se passe avec le SMO de LTHB. Maintenant, si la personne décide de se lancer dans la lactatémie, moi de toute façon, j'ai rien à y gagner ou à y perdre. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, c'est comme ça que je vois la chose. Et de ce que j'ai entendu des gens qui le faisaient à l'époque, ils ont laissé tomber parce qu'avec le NIRS, ils arrivaient à avoir des données beaucoup plus intéressantes sans devoir piquer la personne, ce qui est quand même, quelque chose à considérer. Euh, mais après, c'est pas à moi de lui dire quoi faire. C'est ce que je veux dire. Donc, Ouais. au final, tu mets les infos sur la table et après, c'est à la personne de prendre de faire son raisonnement et de prendre sa décision. Ouais, et pour revenir sur ce que tu as dit par rapport au fait de faire un peu une vidéo présentation d'un thème, c'est une idée que j'avais eue notamment en regardant tes différentes présentations sur YouTube. Parce que je pense que ça pourrait, en tant qu'étudiant, ça pourrait me permettre de creuser un peu le sujet et ça m'aide, ça peut autant m'aider moi que les personnes qui vont regarder. Mais après, je sais pas si, j'ai peur que ce soit pas mal vu, mais tu sais, en tant qu'étudiant, les gens ils peuvent se dire, bah, Les gens, ils peuvent se dire ce qu'ils veulent, payer. ouais. Mais moi, je suis qui, moi, pour faire des présentations sur YouTube? J'ai pas de bachelor, j'ai Ah, pas mais de master, j'ai pas de ce que je veux dire, doctorat. Je veux dire, ce que non, je veux mais dire, c'est que vas-y, excuse. j'ai pas forcément de retour de terrain sur ce que je présente. Ouais, alors, si tu préfères, bah, ça dépend comment tu le présentes. Si tu présentes, voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches dans la littérature, c'est tout à fait viable. Après, c'est clair, on va pas dire, ben voilà, j'ai tonnes d'expérience avec ça, voilà ce qui se passe. Mais par contre, ce que tu peux faire, sans avoir nécessairement de retour terrain direct, parce que je veux dire,
tout ce qui te manque, c'est d'avoir les gens avec toi et de le faire pendant 2, 3, 4, 5, 6 mois pour avoir ces retours-là. Donc, et c'est pas comme si c'était, encore une fois, c'est pas comme si c'était une idée un petit peu loufoque ou une idée où il n'y a pas de consensus. Je veux dire, tu prends quelqu'un qui a aucune expérience en renforcement, tu leur fais faire un cycle de force euh, bien organisé et bien progressé et bien structuré. Ils vont progresser en force et ils vont y gagner quoi qu'il arrive. Je veux dire, c'est pas comme James Smith il dit, gagner en force, c'est comme tomber d'un bateau. C'est facile. Tu tombes du bateau, tu touches l'eau et voilà. La force, c'est une des qualités les plus simples à développer. Et c'est pas comme si tu vas te dire, ah putain, on a fait un cycle de force et il n'a pas gagné en force, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, enfin, dans certains cas, ça peut arriver, mais je veux dire, tu seras, si la personne fait le travail correctement, qu'elles n'ont pas un rythme de vie à 2 francs 50, les progrès en force, ils vont en faire, peu importe la personne. Euh, donc, si tu préfères attendre d'avoir des retours terrain pour mettre ça en avant, tu peux, mais rien ne t'empêche de dire voilà ce que j'ai trouvé dans mes recherches en tant qu'étudiant, voilà ce que j'ai trouvé dans la littérature, voilà comment moi j'organiserais une séance de force. Et tu peux donner un exemple d'un programme que toi tu écrirais pour quelqu'un sur voilà, quelle est l'organisation de la semaine, comment est-ce que tu mettrais les choses en priorité, pourquoi est-ce que tu utiliserais un split squat plutôt qu'un back squat. C'est des choses qui te paraissent toi évidentes, mais pour tout un chacun, ça ne l'est peut-être pas. Et toi, présenter quelque chose sur YouTube, ça ne veut pas dire que tu es l'expert et ça ne veut pas dire que tu as déjà fait ça avec 1000 personnes. Tu as senti qu'il y avait peut-être un gap là-dedans et des gens avec qui tu as parlé dans le milieu, de te dire ben, ça, ce serait une ressource intéressante pour les gens qui sont intéressés mais qui ne savent pas trop. Et plutôt que de leur dire ben, va creuser PubMed parce que vas-y, va lire ça à un athlète, c'est jamais la bonne réponse. C'est à toi de faire ce travail-là et d'organiser ça. Et encore une fois, il n'y a pas de prétention de je suis le meilleur coach de force pour les coureurs d'endurance parce que tu as présenté sur le sujet. Pour toi, c'est pour moi aussi, hein, je veux dire, tout ce que je présente, c'est moi, ça m'aide à réfléchir, moi, ça m'aide à structurer mes pensées et moi, ça m'aide à apprendre. Si ça aide les autres au travers de ce que je fais, c'est bien, mais moi, me forcer à faire une présentation, c'est pour me forcer à structurer les choses que je pense comprendre et apprendre. Le fait que ça aide les autres ou pas, c'est sur le second plan. Donc après, si les gens viennent me dire ouais, mais tu n'as pas d'expérience, ben je dis non, mais c'est l'information que j'ai trouvée et je voulais la résumer et je voulais avoir quelque chose de concis et de propre, donc j'ai créé ça. Je veux dire, après, les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, bien sûr. Moi, je suis qui pour dire ça? Ben, ça, il y aura toujours ça, ce sera toujours la question. Mais après, tu te retournes dans l'autre sens et puis tu as des mecs avec des tonnes d'expérience qui bossent avec des tonnes d'athlètes qui présentent sur des trucs qui n'ont aucun sens. Donc après, comment est-ce que tu fais la part des choses là-dedans? Tu vois? C'est pas parce que tu as beaucoup d'expérience que tu sais nécessairement de quoi tu parles dans tous les domaines. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, clairement. Et après, bah, ce genre de présentation, l'objectif aussi, c'est que ça m'aide à… Bah, du coup, le fait de parler de thèmes qui peuvent potentiellement m'intéresser, bah, là, en ce moment, je me pose beaucoup de questions sur ma future activité professionnelle, comment je veux cadrer ça. Parce qu'en fait, j'aimerais bien faire de la prépa physique multisport sans me spécialiser forcément dans un sport. Et Mhm. je pense que c'est quand même important d'avoir quand même, bah, même si c'est pas la spécialité sportive euh, où je suis spécialisé, avoir quand même une qualité physique où les gens ils peuvent se dire, bah voilà, lui, il est plutôt calé dans le développement de cette qualité. euh, Pourquoi pas travailler avec lui, tu vois ce que je veux dire? Parce que le fait de rester trop général, je sais pas si c'est viable à long terme si on veut travailler dans du haut niveau, quoi. Alors, si tu veux travailler dans haut niveau, ça va toujours être relatif. Euh, c'est clair que si tu veux absolument travailler avec du haut niveau, ça va être très difficile de rester très large parce que déjà, le nombre d'athlètes avec qui tu vas pouvoir potentiellement travailler, il est très, très restreint à haut niveau. Et donc, à partir de là, c'est clair que tu as plutôt intérêt à te spécialiser. Après, ça peut être soit te spécialiser dans une discipline, soit te spécialiser dans quelque chose qui va être
peut-être transversal au niveau de différentes disciplines. Ce que je fais à l'heure actuelle avec tout ce qui est du testing physiologique, c'est très transversal. C'est très spécifique en soi, mais ça s'applique à plein de domaines différents. Donc après, à voir si, par exemple, ton dada, c'est la force ou c'est la puissance ou c'est les deux. Et c'est peut-être ces choses-là que tu vas vouloir mettre en avant en premier, euh, en sachant que de toute façon, tu vas évoluer au cours de ta carrière, de tes recherches, des choses sur lesquelles tu veux te focaliser. Avoir un public cible au départ, ça aide toujours, ça c'est sûr, ça c'est certain. Même si tu te dis, voilà, pour l'année qui vient, je vais me focaliser que sur les triathlètes, je vais faire que ça, rien ne t'empêche de partir ensuite sur quelque chose d'autre en ayant eu cette base de travail. Mais le fait d'avoir déjà un réseau, d'avoir des connexions, d'avoir des gens avec qui tu as travaillé, d'avoir quelques preuves sous la main, quelques cas d'études tangibles, ça, c'est sûr que ça va t'aider une chier. Et peut-être que là, pour toi, à l'heure actuelle, ça vaut le coup de te lancer là-dedans avec peut-être les sports d'endurance de manière… c'est assez général, mais en même temps, c'est quand même une certaine niche. Euh, et peut-être que ça te permet au travers de ça de voir toutes les qualités physiques qui seraient complémentaires à l'endurance. Donc, on a parlé de force, mais tu peux parler aussi de pliométrie, de travail plutôt côté élastique, travail balistique, ce genre de choses, travail de mobilité, toutes ces choses-là qui vont être complémentaires au travail d'endurance. Euh, Ça peut être récupération, etc. Tu peux couvrir vraiment toutes ces bases-là. Et après, une fois que tu as fait le tour, euh, potentiellement, tout ça, ça va avoir un certain transfert, même en dehors des sports d'endurance. Mais au moins, tu auras une base de travail pour ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est un peu genre, explore cette niche complètement. Si toi, ça te parle de faire ces petites présentations ou ces vidéos ou ces revues de littérature ou ces revues de méta-analyse, voire même les condenser toutes en une vidéo, mais après, voilà, c'est à toi de voir ce qui a du sens. Mais je pense définitivement sur l'idée d'avant de prendre une méta-analyse sur, par exemple, l'entraînement en force pour les athlètes d'endurance. Et ensuite, toi, à la fin de la présentation, de montrer, voilà, c'est comme ça que j'organiserai le programme. Tu as carrément un exemple de programme que les gens peuvent peut-être télécharger, tu vois, pour 4 semaines ou un truc comme ça. Ou alors, quels sont les trucs importants? Voilà, tu veux établir une base de travail, tu veux avoir des levées de référence ou des exercices références sur lesquels tu peux quantifier tes progrès au cours du temps. Juste donner enfin, encore une fois, ça c'est ma façon de faire. Pour moi, il n'y a pas de secret. Il y a pas de carotte où je présente un truc et à la fin, les gens ils se disent ah putain, ouais, il a bien parlé de ça, mais par contre, il en a gardé un petit peu, tu vois, il faut que je le contacte maintenant pour avoir le reste. Personnellement, j'aime pas travailler comme ça parce que, à mon sens, toute l'info, elle est disponible si les gens y cherchent assez. Et donc, moi, je n'ai pas avantage à cacher pour qu'ils viennent me payer pour les 10 derniers pourcents que je n'ai pas lâchés. Donc, autant tout donner, autant montrer aux gens vraiment ce qu'il en est de A à Z. Et après, eh ben, s'ils veulent vraiment bosser avec toi, t'inquiète pas qu'ils viendront bosser avec toi, même si tu leur as donné un programme de 8 semaines. Et c'est un peu paradoxal, mais c'est ce que moi, je trouve en tout cas depuis le début, depuis que j'opère comme j'opère, c'est que les gens, ils viennent me voir, même avec la quantité d'informations que je partage sur YouTube, il y a des gens qui veulent me payer pour me parler pendant 1 heure. Tu vois? Et malgré le fait que littéralement tout ce que je sais et tout ce que je dis, je le mets sur les réseaux. Mais ils veulent quand même venir vers moi pour me parler, tu vois. Alors que très certainement, ils auraient pu répondre à leurs propres questions en regardant mon contenu. Alors certes, ça va leur prendre un peu plus de temps, mais, euh, mais voilà, donc je pense que voilà, tu as l'opportunité de faire ça. Et après, ça n'a pas besoin de rester ta niche pour toujours, mais si tu as bien développé tous ces sujets qui vont être complémentaires pour cette discipline, toi ensuite, ça te donne une base de travail aussi, tu vois. Et à partir de là, voilà, comme je t'ai dit, rien ne t'empêche de partir après dans un autre sport. Mais tout ce que tu auras appris là-dedans, ce sera transversal aux autres disciplines, quoi qu'il arrive, tu vois. Donc, je pense qu'il y a définitivement plusieurs façons de faire. Il n'y en a pas nécessairement une qui est meilleure que les autres. Ça va être à toi de voir ce qui te convient le mieux et ce que tu peux appliquer ensuite. Oui, complètement. Après, bah là, du coup, comme je t'ai dit, là, je m'intéresse plutôt à tout ce qui est travail enfin, développement de stiffness. Du coup, pour les sports d'endurance, vu que je suis issu des sports d'endurance, mais
force est de constater que tous les cours que j'ai, par rapport à au travail de vitesse, ça m'intéresse aussi. Donc, après, je pense que le travail de stiffness, ça reste quand même aussi important pour les sports de vitesse. Peut-être à un peu moindre échelle, vu que on parlera pas forcément d'économie de course. Heu, mais Je pense que tu peux, hein. au niveau du transfert de force, c'est quand même quelque chose d'important. Ouais, mais Donc, l'économie de je sais course, elle pas. existe même sur un 100 mètres. C'est pas la même échelle, c'est pas la même magnitude, mais Oui, c'est ce que je voulais dire. ouais, c'est quand même là. Et de toute façon, enfin, l'un dans l'autre, du travail de vitesse pour un athlète d'endurance, c'est du travail de stiffness. Tu vois, tu peux le déguiser, tu n'as même pas besoin de dire on fait du travail de. Après, voilà, encore une fois, là, ça dépend du contexte, ça dépend de la personne. Si la personne elle est allergique à la vitesse, ben, peut-être tu vas plutôt faire de la plio avec elle. Mais si la personne, ça lui parle de faire du sprint, ben, ça, c'est ton travail de stiffness. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, tu Ah ouais. as plusieurs façons de l'utiliser. Donc après, ça peut être, ça peut être une présentation aussi. Comment développer ton économie de course? Bah, tu as plusieurs façons de le faire. Tu vois, tu préfères faire de la plio, tu préfères faire du sprint, tu veux faire des deux, et présenter ça et comment ça marche et pourquoi. Encore une fois, en sortant deux, trois références sur des méta-analyses que tu vas trouver. Et puis toi, ça va te faire la main aussi sur tout ce qui est de la. Je ne dis pas que tu n'as pas d'expérience là-dedans, je ne sais pas, mais de creuser dans les études, dans la recherche, dans ce qui a été fait, pour voir peut-être, pour, enfin, moi en tout cas, j'en apprends toujours quand je vais creuser dans les papiers parce que ça m'éclaire toujours sur des sujets ou sur des idées que peut-être j'avais simplement pas considérées au départ. Tu vois, ça me dit, ah oui, il y a ça à prendre en compte aussi, je n'y avais pas pensé. Et puis comme ça remet tout un petit peu sur la table. Après, il y a aussi des limitations à ce qui se fait dans la recherche, bien sûr. Et peut-être que ça, c'est quelque chose que toi, tu peux amener ton grain de sel aussi, ton grain de sable, et dire, voilà, il y a telle ou telle chose que je trouverais intéressante de rechercher ou de développer, mais que j'ai pas encore trouvé de référence là-dessus. Encore une fois, c'est toi et c'est tes idées. Tu n'as pas besoin t'as pas besoin de te cacher là-dessus. Tu as le droit d'avoir des idées, tu as le droit d'avoir raison, tu as le droit d'avoir tort aussi. Et de toute façon, c'est comme ça que tu vas apprendre. Donc, il n'y a pas, il y a pas de, il y a pas de, il y a pas de mauvaise réponse, je pense, dans ce contexte-là. Et tant que tu fais le travail de manière honnête avec toi-même et avec les autres, avec ce que tu trouves, c'est du travail qui va être productif pour toi au grand minimum, voire pour beaucoup d'autres dans le meilleur des cas. Donc tout le monde y gagne quoi qu'il arrive. OK. Bon, mais je vais essayer de travailler sur ce sujet-là pour essayer de proposer ce genre de contenu. Et pour revenir, du coup sur la lecture d'études et notamment sur l'anglais, Mhm. est-ce que, tu aurais pas des conseils pour bosser son anglais? Parce que, je pense que moi, mon anglais, je le comprends très bien, mais après, ce qui est de le parler, c'est un peu plus compliqué. Donc je sais pas, toi, je sais que tu es parti à l'étranger donc tu as développé ton anglais, naturellement Je ou, parlais anglais quand j'étais petit déjà. OK, Mon père était irlandais, donc on parlait français-anglais à la maison. Donc ça a beaucoup d'accord. aidé. Après, j'avais pas le niveau d'anglais que j'ai maintenant. C'est clair que 7 ans au Canada, ça aide. Mais je pense que enfin, si tu as vraiment envie d'apprendre, tu n'as aucune excuse. Tu regardes plus jamais un film en français. Tout ce qui est Netflix, tout ce qui est des films, tu les regardes tout en VO. Bien sûr, sauf si c'est des films français. Dans ce cas-là, tu les regardes en français, mais tu regardes tout en anglais, avec les sous-titres écrits en anglais aussi. Et comme ça rentre, quoi. Et donc, je ne sais pas combien d'heures tu passes sur Netflix par semaine, si c'est peu ou si c'est beaucoup, mais quoi qu'il arrive, c'est des heures d'études gratuites, quoi. Et après, c'est de la pratique, hein. Après, c'est lire un papier, c'est copier-coller dans Google Translate. J'ai pas compris ce terme-là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du boulot, mais après, je pense vraiment que toi, en tant que prépa, tu vas y gagner de manière infinie parce que les ressources qu'il y a en anglais, elles sont, je sais même pas comparer avec ce qu'il y a en français directement. Je veux dire, si c'est deux, 1 ou 2 heures de magnitude de plus, tu vois, je veux dire, c'est même pas inconcevable. Donc, je pense que tu y gagneras de toute façon sur le moyen à long terme. C'est juste un investissement de temps et d'effort qui, à mon avis, est nécessaire et va être bénéfique, quoi qu'il arrive. Oui, complètement. Et puis, vu que j'aimerais m'orienter sur de la recherche, de toute façon, je vais être obligé de passer par là, sur ce travail d'anglais.
Et si j'ai la chance de travailler dans un staff de haut niveau, de toute façon, l'anglais, c'est obligatoire, hein. Mm, Donc, exactement. il va falloir que je bosse là-dessus. Ouais. Non, je pense que ouais, c'est pas assez encouragé. Il faut encore que les gens ils s'y filent, comme on dit, parce que c'est clair que c'est la langue de la recherche, c'est là où il y a le plus d'infos pour nous en tant que prépa, et de ne pas avoir accès à tout ça et d'attendre qu'il y ait des gens qui font du très très bon boulot, hein, comme Aurélien par exemple, qui vulgarise beaucoup de choses et qui traduisent beaucoup d'informations, mais ça a toujours 3, 5 à 10 ans de retard. Donc, après, ça veut pas, je pense pas que c'est toujours nécessaire d'être à la pointe de tout, mais d'avoir des infos qui sont mises à jour, c'est quand même très, très important. Et donc, quand tu as la possibilité d'aller chercher, alors qu'on me dit, et ça, enfin, j'ai des gens toutes les semaines qui m'écrivent pour me dire euh, je suis en cours et puis on fait les filières énergétiques, et puis par rapport à ce que tu as dit, ça joue pas, je comprends pas. Et donc, il y a toujours, il y aura toujours encore des infos qui ne seront pas mises à jour. Et donc, toi, tu auras toujours l'avantage si tu peux amener quelque chose de concret et de courant, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et pour parler un peu de ton podcast, est-ce que tu as prévu de mettre enfin de faire des sous-titres en français sur tes podcasts parlés en anglais? Quand, quand j'aurai, quand j'aurai de l'argent à plus savoir qu'en faire, je paierai quelqu'un pour faire ça, parce que Ok. le temps que ça Ouais, prend c'est pour le faire super lent. manuellement, il n'y a absolument pas moyen que je prenne 2 heures ou 3 heures pour chaque podcast pour mettre les sous-titres moi-même. C'est juste inconcevable. J'ai pas assez de temps dans la journée déjà pour faire ce que je fais. Donc, de rajouter ça en plus, tu vois, 6 à 9 heures de sous-titrage par semaine en plus, c'est pas quelque chose qui me branche nécessairement. C'est quelque chose que j'aimerais vraiment apporter parce que je sais que ça va apporter une monstre plus-value pour les gens qui ne Mm. peuvent pas écouter en anglais, mais qui peuvent ensuite comprendre tout ce qui se passe. Mais c'est aussi un service qui coûte assez cher. Et donc, mon objectif, c'est que quand mon revenu YouTube sera suffisant, je pourrais le mettre à contribution là-dedans. Pour l'instant, c'est dérisoire, donc ça a aucun sens pour moi. Et puis, encore une fois, j'ai pas non plus des milliers des cents à investir dans tout ça. Tout ce que je le fais, tout le contenu que je propose gratuitement, je le fais parce que j'ai le temps de le faire. Euh, mais c'est pas comme si j'avais des milliers de francs à investir là-dedans directement non plus, tu vois. Donc, il y a un certain coût à tout ça, et je suis prêt à l'assumer une fois que je peux l'assumer. Mais pour l'instant, malheureusement, il faut que soit que les gens prennent leur mal en patience, soit, comme je t'ai dit, qu'ils commencent à papoter, à bouquiner sur leur anglais. Et puis, voilà, il faut se mettre dedans, hein. Il y a pas de, faut se jeter dans l'eau. Il n'y a pas vraiment de. Je veux dire, moi, à l'époque, je me rappelle quand j'essayais de comprendre ce que Louis C.K. disait, l'humoriste. Je me rappelle regarder 5 fois ces spectacles, le même spectacle 5 fois de suite pour comprendre toutes les blagues. Tu vois, parce qu'au début, la moitié, ça passait, je comprenais pas. J'avais pas les références, j'avais pas. Et à chaque fois que je l'écoutais encore une fois, je me disais, ah ouais, c'est ça qu'il voulait dire. Ah, c'était en référence à ça. Et je pense que c'est pareil, faut s'y filer, et ça prend du temps, mais si tu as envie, tu as envie. Je pense vraiment qu'on en est là, mais oui, les sous-titres en français sur tout mon contenu en anglais sur les podcasts, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. Après, quand ça, on n'y est pas encore. Ouais, parce que du coup, malheureusement, vu que tu as une communauté majoritairement française, tous tes podcasts en anglais ils sont peut-être un peu moins écoutés. Moi, j'essaye je les regarde pas en entier, je t'avoue, parce que bon, oui, après, ouais, j'ai le crâne, il va exploser. Donc, j'essaye de comprendre un peu, mais des fois, ça va. Quand c'est des notions techniques et que ça va à 2000 à l'heure en plus, c'est. Mais bon, c'est sûr que ça peut être un bon exercice sur le long terme, quoi. Ah oui, c'est un très très bon exercice pour toi, et pour tous ceux qui veulent prendre le temps de le faire. Tu vois, écouter en plusieurs parties, prendre 10 minutes à la fois, le mettre à 0,75 de vitesse pour vraiment tout bien comprendre. Je veux dire, il y a plein d'options. Et oui, c'est clair que, enfin, personnellement, et tu le sais, je l'ai déjà dit, c'est pas nouveau. Je parle aux gens à qui j'ai envie de parler. Donc, pour moi, ça m'apporte énormément. Et après, le fait que la communauté
qui s'est créée autour du podcast et de la chaîne YouTube, etc., le fait qu'elle soit majoritairement francophone, ça influence pas mes décisions quant à qui recevoir sur le podcast. Parce qu'au final, le podcast, je le fais pour moi avant de le faire pour qui que ce soit d'autre. Et je pense que c'est là où j'ai pas envie de me perdre non plus. C'est quand tu commences à faire les choses pour les autres avant toi-même, ben, les gens peuvent peut-être parler de selfishness et de… Comment on dit selfish en français? Égoïsme. Égoïste. On peut parler d'égoïsme, mais c'est mon podcast, c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Et au final, si moi, j'en tire pas quelque chose, je vais me perdre dedans et je vais peut-être plus pouvoir justifier toute l'énergie que je mets dedans si je ne le fais pas pour moi. Donc, au final, ça restera toujours ça en premier parce que ça, c'est quelque chose auquel je pense beaucoup. C'est est-ce que ce que je fais, c'est en ligne avec ce que j'ai envie de faire? Je pense que c'est une notion qui est très, très importante là-dedans parce que quand tu commences à sauter dans la roue du hamster, comme on dit, et de juste faire… ça devient un nouveau job, ça devient une nouvelle prison. Tu vois. Alors, certes, c'est toi qui l'as construite, mais moi, je n'ai pas envie de me retrouver dans ma propre prison. Et donc, de garder cette liberté de parler à qui je veux, de faire ce que je veux, de poster quand je veux, comme je veux, c'est super, super important à mon avis pour pas justement te retrouver dans une situation où tu te dis ah putain, ben là, je viens de faire 10 podcasts, il n'y en avait pas un seul qui m'a plu parce que j'ai suivi les conseils d'un tel et je ne me suis pas écouté moi-même et au final, j'y perds, quoi. Hmm. Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah, de toute façon, moi, au niveau de mon podcast, c'est dans la même optique que toi, hein. Enfin, je propose une discussion avec les gens avec qui j'ai vraiment envie de discuter. Et puis, parce que j'ai quand même eu quelques demandes de personnes avec qui je pouvais enregistrer, tu vois. Mais bon, si la personne, c'est un peu égoïste, mais si la personne, elle va rien m'apporter, je vois pas pourquoi je prendrais 1 heure d'enregistrement et 1 heure de montage parce que je suis encore un peu lent pour faire pour faire les montages. Enfin, c'est du temps investi pour pas grand-chose, quoi. Ouais, et après, bon, tu vois, c'est vrai qu'il y a des gens qui me demandent à venir sur le podcast et je dis pas, des fois je dis oui, des fois je dis pas oui parce que tu n'as pas, tu as pas de devoir d'accepter tout le monde sur ton podcast, c'est ton podcast. Après, si quelqu'un veut te parler en dehors, enfin, des conversations avec des coachs ici et là, moi j'en ai des heures et des heures par semaine. Tu vois, des gars qui m'écrivent sur LinkedIn, qui ont des questions, ben, quand je suis en voiture notamment, je passe pas mal de temps au téléphone, souvent avec des coachs que je ne connais pas personnellement, mais qui ont peut-être des questions et qui veulent discuter. Moi, ça m'apporte toujours d'échanger, donc je le fais volontiers. Euh, Après, c'est différent quand les gens ils s'invitent sur ton podcast. Donc, je pense que voilà, faut faire la part des choses. Et puis, si quelqu'un veut te parler, eh ben, si tu as un peu de temps à leur accorder, moi j'essaye de toujours le faire parce qu'encore une fois, moi, ça m'apporte quelque chose aussi, de pouvoir échanger, d'avoir un autre point de vue, et de pouvoir échanger en direct, c'est toujours bénéfique. Et avec cette histoire de Covid, on ne le fait pas assez de toute manière, donc on y gagne. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que tu dois dire oui à tout le monde et que, comme tu as dit, tu es chez toi. C'est ton podcast, tu fais ce que tu veux. Ouais. Et juste une question un peu technique par rapport au podcast. Est-ce que c'est possible de quantifier le nombre d'écoutes sur les formats, sur les plateformes de podcast ou c'est qu'au niveau des téléchargements que tu peux… C'est alors sur Spotify, tu as, t'as un peu plus de détails. Ouais. Après, tu as d'autres services comme Chartable pour les podcasts qui te permettent de voir tes rankings et de voir les différents downloads sur les différentes plateformes que tu vois aussi sur Podbean. Mais c'est possible qu'il t'amène deux, trois infos en plus. Notamment, ça centralise tout ce qui est des témoignages, des reviews sur le podcast, ce qui est assez cool. Parce que, bah, par exemple, sur Apple Podcast, bah, suivant sur quel Apple Podcast, de quel pays les gens écoutent, eh ben, tu n'as pas tous les commentaires. Moi, je sais que Ok. si je vais sur mon Apple Podcast, bah, la moitié des témoignages qui sont sur mon podcast, ils ne sont pas sur mon téléphone du fait que l'appli, elle est dans un seul pays. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Ouais. Euh, donc ça permet de centraliser ça aussi.
Mais après, non, ça reste compliqué d'avoir des chiffres très, très, très précis sur les écoutes à proprement parler sur toutes les plateformes. Surtout sur Apple Podcast, il n'y a pas autant d'infos que enfin, moi, j'aimerais bien avoir en tout cas. Spotify, il donne le nombre de téléchargements, le nombre de personnes qui ont commencé. Donc, je crois que c'est genre les premières secondes ou la première minute. Les gens qui ont écouté, ce qui est, je crois, je sais pas comment ils comptent, si c'est écouté minimum un tiers ou une moitié ou quelque chose comme ça. Donc, ces chiffres-là, tu peux les voir sur Spotify directement. Il faut juste créer un compte en tant que podcaster et puis claim your podcast. Et ensuite, tu peux avoir ces infos-là directement. Mais sur les autres plateformes, non, c'est difficile et ça va pour l'instant être tout basé sur les téléchargements. Après, YouTube, bien sûr, tu as plus d'infos. Ouais. Ça, c'est intéressant. Mais non, sur l'audio, malheureusement, c'est pas aussi robuste que ça pourrait l'être, à mon avis. Ok, parce qu'en fait, j'aimerais bien, même si c'est le début, peut-être attendre un peu et après essayer de quantifier ben, quel public regarde à quel endroit, parce que c'est quand même un investissement de payer un hébergeur de podcast. Je parle d'investissement, je parle pas de dépenses à proprement parler, parce que moi je le vois comme un investissement sur le long terme. Mhm. Euh, mais voir quand même si ça sert à la majorité, quoi. Bah écoute, ça, tu le sauras pas avant un moment, tu vois. Je veux Mm. dire, ça va être progressif, il va falloir le faire en continu. Et enfin, moi, je le vois maintenant. Je sais que, tu vois, si je compare les chiffres que j'avais il y a un an et les chiffres que j'ai maintenant, euh, c'est même pas le même monde. Donc il faut beaucoup de patience là-dessus. Et il faut laisser du temps à ta communauté pour se développer. Et je veux dire, au travers du podcast, ça va se faire naturellement, de toute façon. Et au travers de ton travail sur YouTube et les autres plateformes, je pense que c'est du travail de longue haleine, ça c'est sûr. Donc oui, il faut des retours et des datas, mais il faut aussi prendre le temps de pas regarder chaque épisode. Tu le publies, tu regardes et puis tu te dis, ah putain, il y a que 10 personnes qui ont écouté aujourd'hui. Euh, Au début, moi je te dirais carrément, oublie les chiffres sur les 3 premiers mois, mets-toi la tête dans le guidon, fais tes podcasts et puis ensuite, tu relèveras la tête dans un petit moment pour voir un petit peu ce qui se passe à gauche, à droite. Mais au début, les chiffres, ils vont pas te dire ce que tu veux. Euh, parce que c'est le début, parce que tu commences et c'est un travail de longue haleine. Donc, faut pas être trop. C'est un peu comme commencer un cycle de force avec quelqu'un qui a jamais fait de la force. Puis après la première séance, dire ah, ben, j'espère que son RM, il est vraiment monté aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça va prendre du temps et plus tu te donnes le temps, plus tu verras des retours qui sont conséquents plutôt que de regarder sur une période beaucoup plus restreinte et d'autant plus la première période, tu vois. Je veux dire, enfin, normalement, si tout se passe si tout se passe comme je l'aimerais, et bah, je vais pouvoir te le dire tout de suite. Euh, Normalement, entre maintenant et la fin de l'année, ou non, normalement, dans les 6 prochains mois, je vais faire plus d'écoutes que j'ai fait dans l'année et demie précédente. Tu vois, mais ça a pris Ouais. un an et demi pour arriver à ce stade-là. Mais si je regarde mes chiffres des 2 premiers mois, euh, c'est pas super intéressant. Et encore une Mm. fois, maintenant, c'est pas super intéressant comparé à ce qu'on verra dans un an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans. Donc, c'est juste une histoire de patience à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais après, moi, je te casse pas que je fais ce que tu dis qu'il faut pas faire, regarder les chiffres directement. Mais bon, après, bah, quand tu commences, je pense que c'est normal de chercher un peu bah, si le contenu il plaît, même si à la base je le fais pour moi, c'est quand même un plus de savoir que ça plaît à d'autres personnes. Mais après, enfin, moi je me contente de peu. Hier, j'ai un podcast qui est sorti à 19h, j'ai regardé avant de me coucher. Il y avait 10 vues, dont 5 personnes qui ont regardé en entier, parce qu'il y avait 5 heures de visionnage. Et moi j'étais content, tu vois. Ouais, Donc, et tu devrais. Je veux dire, on pense toujours aux chiffres, et on pense toujours au nombre et tout ça, mais si tu peux avoir une contribution qui est positive pour même une ou deux personnes, moi, je préfère avoir 3 personnes qui regardent mes contenus YouTube et qui en tirent quelque chose que d'en avoir 3000 et complètement. que personne n'en a rien à faire.
Donc après, je pense que cette idée de qualité et cette idée de connexion avec ta communauté, elle est super importante et elle devrait le rester. Au début, comme tu as dit, c'est clair que tu es enthousiaste, tu aimes ce que tu fais, tu veux voir s'il y a des retours. Au fil du temps, tu verras que peut-être tu auras un esprit un petit peu plus critique sur les chiffres et tu iras regarder tes chiffres, certes, mais plus dans l'optique de OK, comment est-ce que je peux optimiser ça potentiellement pour que ça parle plus aux gens. Bah, tu vois qu'il y a certaines thématiques, moi je le vois sur mes pensées du jour, le nombre de vues que j'ai sur mes vidéos que je fais chaque jour, elles fluctuent de 50 à 300 par vidéo. Et donc, comme ça, je commence à comprendre ce que les gens veulent voir. Après, ça ne m'empêche pas de continuer à faire des pensées du jour enfin, c'est ma pensée du jour. Ouais. Donc, s'il y a 3 personnes qui sont intéressées, il y a 3 personnes qui sont intéressées, moi, je m'en fous. Parce qu'au final, j'ai fait ce que je voulais faire, qui était de raisonner à voix haute, essayer d'avoir de la cohérence dans mes propos. Si ça sert à quelqu'un, tant mieux. Si ça ne sert pas, c'est comme ça. Mais c'est pas. C'est autant, autant c'est mon objectif d'aider le plus de monde possible. Ça, je l'ai toujours dit et je l'ai toujours voulu et je le veux encore. C'est ce que je veux faire euh, avec tout ce que je fais à l'heure actuelle en tant que préparateur physique. C'est mon objectif principal. À terme, c'est d'aider le plus de monde possible. Mais en même temps, si personne écoute, je m'en fiche un petit peu parce qu'au final, je le fais quand même pour moi. Moi, ça m'apporte énormément. Peu importe si j'ai des vues ou pas. Donc, faut tirer aux 2 extrêmes, si tu veux. Ouais, c'est sûr. Bon, pour finir un peu sur une question que j'avais par rapport à tout ce qui est coaching sportif, euh, est-ce que ça t'arrive à des moments avec des personnes qui n'ont pas forcément d'objectif particulier, où l'objectif c'est juste d'être en bonne santé, quand tu programmes je parle pour tout ce qui est programmation à distance. Quand tu programmes tes semaines, te dire, avoir l'impression de tourner un peu en rond dans ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux dire par tourner en rond? Ben, je sais pas, vu qu'il n'y a pas forcément d'objectif, et je sais que moi j'ai une personne avec qui je travaille qui a pas forcément d'objectif particulier. Et ben, quand je suis devant la préparation de ma semaine, ben, c'est pas que j'ai l'impression de tourner en rond, mais c'est enfin, j'ai l'impression de pas avoir de ligne directrice, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah, je pense que d'essayer de fixer un objectif tangible avec la personne, ce serait le premier pas. Même s'il n'y a pas d'objectif de compétition, simplement un objectif d'entraînement, de dire voilà, quels sont tes 3 exercices préférés et dire ben voilà, on va essayer de pousser ça et ça va être notre point de référence. Et ça fait que chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque mois, tu sais que on va orienter là-dessus parce que c'est l'objectif. Simplement, ça n'a pas besoin d'être un objectif de performance sportive pour être un objectif, tu vois. Ça peut littéralement être ah ouais, moi j'aime bien le goblet squat. Eh ben, est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on progresse sur le goblet squat de manière continue? Est-ce qu'on peut prendre une modalité plus type endurance et puis prendre un point de référence là-dessus aussi, que ce soit un 2000 mètres sur le rameur, que ce soit un 5 kg en course à pied, et puis s'orienter là-dessus et puis partir là-dessus aussi. Est-ce que je pense toujours à mes 3 trucs, masse musculaire, VO2 max et amplitude articulaire. Pour une personne qui n'a pas d'objectif sportif, si tu peux si tu peux les faire progresser dans ces 3 dimensions-là, ils vont y gagner quoi qu'il arrive et toi, tu auras fait ton boulot. Donc, tant que tu as des objectifs qui sont quantifiables dans ces domaines respectifs, même si ce n'est pas des trucs qui sont super distincts, il y a aussi des gens qui sont contents de faire le travail sans avoir d'objectif absolument précis. Ils savent que ça leur apporte quelque chose et ils n'ont pas besoin de se dire ah ouais, c'est cet exercice-là sur lequel je vais progresser. Mais après, rien ne t'empêche à toi de le faire pour eux. Si eux, ils ont de la peine à se décider sur un exercice, ça m'est arrivé plusieurs fois où je disais non, non, mais ce serait bien faut qu'on ait une ligne directrice, il faut qu'on sache où on va. Et en gros, ils disent ouais, mais j'aime bien ça aussi. Et puis, tu en donnes 10. Tu te dis bon, ben, alors feu, on y va. Et je pense que tant qu'au fil du temps, tu progresses et tu reviens sur 2, 3 exercices clés et où tu peux montrer, ben voilà, tu vois, il y a 2 mois, tu as fait tant et là, tu as fait tant. C'est le seul truc qui importe. Quels exercices tu choisis. Tant que ça rentre en ligne avec toi, tes objectifs en tant que coach de ce que tu veux leur apporter, euh,
c'est peut-être quelque chose qui est intéressant pour toi à formuler. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi le sport santé? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que tu le quantifies? Comment est-ce que tu l'organises? Quelles sont les différentes dimensions que tu veux aborder? Si toi, tu le définis comme si tu le définis à la base, après, si la personne a de la peine à se mettre un cadre, ben, rien ne t'empêche de, toi, utiliser ton cadre pour fonctionner. Et tu sais que de toute façon, avec ça, la personne va progresser et dans le temps, c'est tout ce qui compte, quoi. Ok, donc pour toi, pour les personnes qui travaillent avec toi, juste dans le but d'avoir un cadre, dans le sens d'avoir des séances, on va dire, équilibrées, c'est quand même important de les confronter à leur progression. Toujours. Ah, Ok. comment justifier mon travail sinon? Tu vois, si on fait juste, je pense que c'est important non seulement pour la personne, mais pour toi aussi, Mhm. de voir qu'il y a du progrès, parce que sinon les gens ils te payent pourquoi? Tu vois? Pourquoi ils bosseraient avec toi si au final tu leur donnes juste des trucs un peu couleur vanille, donc un peu ouais voilà, on bouge, on fait des jumping jacks, c'est- et j'hésite à partir là-dessus parce que c'est pas quelque chose que je veux descendre entre guillemets ou dont je veux parler de manière négative, mais tout ce qui est tout ce qui est, encore une fois, je généralise, donc j'aime pas, mais des coachings de groupe où tu vois des exercices qui sont très, bah voilà, tu as toujours les mêmes charges, tu as toujours le même nombre de répétitions, les gens, certes, ils transpirent et ça leur fait du bien, mais sur une année, est-ce que tu peux quantifier? Alors, certes, tu vas pouvoir quantifier des progrès, mais au bout d'un moment, tu vas plus vraiment avancer avec ce genre de travail. Tu vois, à moins que tu sois vraiment rigoureux, mais ça devient enfin, à mon avis, ça devient très difficile de continuer à avoir un aspect de progression individuelle dans un cadre de groupe uniquement où tu n'as pas vraiment eu de réflexion sur justement toutes ces choses-là parce qu'il faut adapter à la personne. Au final, tu n'as pas vraiment le choix. Tu as 5 personnes différentes qui bossent avec toi, ben, tu vas avoir cinq types de restrictions différentes, 5 types de capacités différentes, 5 forces et 5 faiblesses. Euh, et au final, c'est dans l'individualisation qu'on va pouvoir vraiment optimiser ce progrès pour la personne. Donc oui, même si pour moi, la personne, elle est contente de me payer pour que je sois là 3 fois par semaine avec eux ou 4 fois par semaine avec eux et qu'ils n'ont pas nécessairement d'objectifs tangibles, moi, j'ai des objectifs pour eux. Et parce que je veux les voir progresser, parce que je veux que leur investissement en vaille la peine. Je veux qu'ils apprennent quelque chose avec moi et je veux qu'ils puissent aller au-delà de ce qu'ils ont fait auparavant. Tu vois, quand je travaille avec quelqu'un et qui me dit ouais, j'avais jamais fait de travail de renforcement lourd et la personne, elle a dû travailler avec des dizaines de coachs dans leur vie, ils ont les moyens, c'est pas un souci, ils ont beaucoup voyagé, ils travaillent avec d'autres coachs aussi quand ils sont à l'étranger. Et le fait qu'il n'y ait pas un seul coach avec qui ils aient bossé qui leur ait fait du renforcement, c'est pas astronomique hein, les charges qu'on utilise. On a 2 haltères, donc mais on fait du tirage lourd, on fait des pompes sur les poignets avec un élastique supplémentaire, ce qui veut dire qu'ils n'arrivent pas à en faire plus de 5 de manière convenable. Donc, c'est comme si on faisait un 5 RM en bench. Euh, c'est du travail qui est lourd et c'est du travail qu'ils n'avaient jamais fait avant. Et je me dis, mais et encore une fois, je ne connais pas et j'aime pas juger ce que je ne connais pas, mais toutes les personnes avec qui ils ont bossé avant, comment ils arrivent à justifier le fait qu'ils font des trucs un peu, tu vois, c'est tout léger, c'est tout bateau, c'est tout en circuit, c'est tout le temps la même chose. Et certes, ça te fait transpirer, tu as l'impression d'en avoir chié, mais au final, est-ce que tu as vraiment progressé? Est-ce qu'on a développé de la masse musculaire? Est-ce qu'on a développé des compétences de mouvement qui peuvent ensuite être transférables sur d'autres disciplines? Ou alors simplement une meilleure conscience de soi pour que quand la personne va à la salle, elle ait une petite idée de voilà, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois le faire, comment j'organise, combien de répétitions, pourquoi. Pour moi, la réflexion, elle va dans ce sens. Et je ne dis pas que c'est la seule et que c'est la bonne, mais toi, il faut que tu aies cette réflexion aussi en te disant, voilà, si la personne, elle arrive et qu'elle n'a aucun objectif et qu'elle est simplement contente d'être avec moi, qu'est-ce que moi, je vais vouloir faire avec eux et pourquoi? Comment est-ce que je peux le justifier? Et ensuite, comment est-ce que je vais m'y prendre et comment est-ce que je vais quantifier les progrès sur le long terme? Mais oui, moi, c'est toujours important de revenir à 2, 3 exercices clés et pouvoir dire, ben voilà, tu vois, ça fait 6 mois qu'on n'a pas testé ton benchmax en haltère lourde sur un, je sais pas, sur un 6 reps, sur un 8 reps, sur un 10 reps. Mais quand je compare à tes chiffres, eh ben, tu es soit pareil, mais on a développé d'autres compétences
entre-temps, soit tu as augmenté, même si on n'avait pas touché cet exercice-là pendant plusieurs semaines. Et c'est toujours important d'avoir cette progression en tête parce qu'au final, la dernière chose que tu veux, c'est des gens qui stagnent. Ouais, c'est sûr. Bah, super, merci beaucoup, Sean, pour Yes, toutes les infos. c'était un plaisir. Péléo, merci d'avoir répondu présent. Et puis, à tout bientôt. Ça marche. Allez, à OK. bientôt. Bonne journée. Ciao, ciao. À toi aussi.